Donc vous connaissiez vraiment très bien le Dr West. Vous en êtes sûr? Oui. C'est la pure vérité. Herbert West était mon ami à l'université comme à la ville. Pourtant, même aujourd'hui, je n'arrive pas à parler de lui sans éprouver une profonde terreur. Une profonde terreur. Oui. Et pourquoi cela? Développez. Dites-moi plus. Probablement à cause du travail étrange auquel il avait consacré sa vie, mais aussi à cause de la manière épouvantable dont il a disparu. Quand nous étions ensemble, ces expériences diaboliques me fascinaient. Je l'avoue, il me fascinait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, le charme est rompu. Mais vous le savez mieux que personne. Les souvenirs ont toujours quelque chose de plus terrifiant que la réalité. Ces recherches ont commencé il y a plus de 17 ans, du temps où nous étions 2 élèves de 3e année de médecine à l'université Miskatonic d'Arkham. West, au cours de nos études, s'était déjà signalé par sa théorie singulière sur la nature de la mort, car selon lui, la mort pouvait être surpassée artificiellement. Sa pensée fut bien entendu tournée en ridicule par nos professeurs et nos condisciples. Pour ma part, j'avais toujours montré une tolérance exceptionnelle pour les recherches de mon ami. Dans la pratique, il représentait pour l'université un véritable fléau vivant. Au cours de ses expériences sur des êtres animés, il tuait tant de cobayes, des lapins, des chats, des chiens et des singes, qu'il était impossible de les compter. Pourtant, à plusieurs reprises, et j'en fus le témoin, il parvint à observer des signes de vie sur des animaux prétendus morts. Pour atteindre son but ultime, il lui fallait en réalité travailler exclusivement sur des sujets humains. Il se mit alors à rechercher des spécimens extrêmement frais, de plus en plus frais, pour leur injecter ces solutions immédiatement après l'extinction de la vie. C'est là que pour la première fois, il se heurta ouvertement aux autorités de l'université. Ce fut le doyen de la faculté de médecine, le docteur Alan Halsey, dont les travaux en faveur des paralytiques sont restés célèbres, qui lui interdit en personne de poursuivre ses recherches. Non, mon jeune ami, je vais être franc. Vos théories sur la réanimation ne sont pour moi que des divagations. Non, enfin, docteur Halsey, laissez-moi vous... Cela suffit maintenant! Le sujet est clos. Si vous voulez vraiment devenir médecin, occupez-vous plus des vivants et moins des morts. Ce fut juste après cette interdiction que West me confia sa résolution de continuer en secret ses expériences. Et donc, de se procurer des corps frais par lui-même et par tous les moyens. Je vais vous demander quelque chose de très simple. Est-ce que vous pourriez juste me décrire le Dr West? Bien sûr. West était un jeune homme petit et mince, aux traits délicats, portant des lunettes, cheveux blonds, yeux bleus pâles et une voix très douce. Il était étrange de l'entendre discuter des mérites respectifs du cimetière de Christ Church et du champ du potier, parce que pratiquement tous les corps de Christ Church étaient embaumés, ce qui compromettait ses recherches. Ses recherches? Vous voulez dire vos recherches? Vous travaillez bien avec le Dr West? À cette époque, j'étais son assistant, actif et enthousiaste. Je l'aidais à prendre toutes ses décisions, non seulement en ce qui concernait notre approvisionnement en corps, mais aussi pour trouver un endroit pour nos recherches. Ce fut moi qui pensais à la ferme déserte des Chapman, derrière Meadow Hill. Nous y installâmes au rez-de-chaussée
une salle d'opération et un laboratoire pourvus de rideaux sombres pour cacher nos activités. Nous avions pris des précautions infinies pour que d'éventuels promeneurs ne puissent jamais apercevoir de lueurs insolites à travers les carreaux des fenêtres. La moindre imprudence nous aurait conduit à la catastrophe. Peu à peu, nous équipâmes notre refuge avec du matériel acheté à Boston ou simplement emprunté à l'université. Nous nous procurâmes également quelques pelles et des pioches pour les nombreux enterrements que nous allions avoir à faire dans la cave. À la faculté, pour se débarrasser des cobayes, on utilisait d'ordinaire un incinérateur, mais cet appareil était pour nous bien trop coûteux. La présence des cadavres devenait un problème constant, même lorsqu'il s'agissait de petits cobayes. Nous exigions aussi de nos spécimens des qualités particulières. Il nous fallait des cadavres aussitôt enterrés après la mort, qui n'avaient subi aucun traitement pour leur préservation, de préférence non atteints de malformation et avec tous leurs organes. Nous préférions travailler par conséquent sur les victimes d'accidents. Comme des vampires, nous étions à l'affût du moindre décès. Nous surveillions quotidiennement la chronique nécrologique des environs. Pendant de nombreuses semaines, nous restâmes sans sujet d'expérience convenable, et ce, malgré nos entretiens avec les autorités et le personnel hospitalier à qui nous rendions visite au nom de l'université. Car nous avions découvert que l'université avait priorité de choix à la morgue. Enfin, la chance nous sourit. Un jour, nous eûmes accès à un corps presque idéal dans le champ du potier. Un jeune ouvrier vigoureux s'était noyé le matin précédent dans la mare de Samers Post. Il avait été enterré aux frais de la ville, sans délai et sans embaumement. Cet après-midi-là, nous allâmes repérer la nouvelle tombe. Nous décidâmes de nous mettre au travail peu après minuit. Ce fut une tâche assez répugnante, même si, à cette époque, nous ne ressentions pas encore cette horreur particulière pour les cimetières que nos expériences allaient bientôt provoquer en nous. Déblayer la terre fut long et sordide. La scène aurait certainement pu paraître poétique, funèbrement poétique, si nous avions été des artistes et non des scientifiques. Quand le cercueil fut complètement découvert, West descendit et retira le couvercle. Ensuite, nous nous efforçâmes de rendre à l'endroit son apparence première. Je me souviens que tout ceci nous rendait assez nerveux, surtout le corps raide et le visage vide de notre premier butin. Nous parvînmes à effacer toute trace de notre passage. Voilà. Tournez la lampe vers moi. Description du sujet. Un spécimen jeune, vigoureux, de type plébéien, aux épaules larges, aux yeux gris et aux cheveux bruns. Il a l'air endormi. Vous êtes certain qu'il est bien mort? Aucun doute. Vous réalisez ce que nous sommes en train de vivre? Nous tenons enfin ce que nous avons toujours désiré. Un mort de l'espèce idéale, prêt à subir l'injection de la solution de réanimation selon mes nouveaux calculs. West, je sais qu'il y a très peu de chances pour un succès, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Pensez aux effets aberrants qui pourraient résulter d'une réanimation partielle. Gardez votre calme. Je n'ai certainement pas besoin d'une crise d'hystérie en ce moment. Oui, pardon.
C'est probablement parce qu'au fond de moi, j'ai encore de sérieuses notions sur l'âme. Enfin, l'âme telle que la conçoit la tradition. Je me demande bien ce que ce jeune homme tranquille pourrait avoir vu dans les sphères inaccessibles de l'au-delà. Enfin, ce qu'il pourrait nous raconter si on le ramène à la vie. Aisez-vous maintenant. Priez si ça vous fait plaisir. La solution est injectée, il ne nous reste plus qu'à attendre. Toujours rien. Cette attente est terriblement éprouvante. Je ne sais pas si je pourrais tenir plus longtemps. Bon. Cela fait maintenant plus de 3/4 d'heure. Je ne constate pas le moindre signe de vie. Cela signifie que la solution est inadéquate. Je vais profiter de cette occasion pour améliorer la formule avant de nous débarrasser du corps. Nous avions creusé l'après-midi même une tombe dans la cave. Nous devions la remplir avant l'aube. Il ne fallait commettre aucune imprudence. Nous emportâmes la lampe à acétylène et nous laissâmes notre hôte silencieux sur la table dans l'obscurité. Nous voulions concentrer toute notre énergie à préparer une nouvelle solution. West recomposa sa mixture avec un soin presque fanatique. Il s'affairait au-dessus de la lampe à alcool qui faisait office de bec-benzène dans ce bâtiment dépourvu de gaz. Qu'est-ce que c'est que ça? De la pièce noire que nous avions quittée se fit entendre le cri le plus démoniaque que nous eussions jamais entendu. Ce n'était pas humain. Il n'est pas dans le pouvoir de l'homme d'émettre de tels sons. Nous bondîmes à la fenêtre comme des bêtes traquées, renversant les tubes, les lampes et les cornues, nous ruant comme des fous dans les ténèbres. En atteignant les faubourgs, nous pûmes nous maîtriser suffisamment pour avoir l'air de fêtards attardés. Nous parvînmes à pénétrer dans la chambre de West, où nous restâmes à chuchoter toute la nuit. Nous nous endormîmes enfin au lever du jour et n'assistâmes pas au cours. Mais le soir suivant, 2 articles dans le journal, sans aucun lien entre eux, nous empêchèrent de trouver le sommeil. Première nouvelle, la vieille maison abandonnée de Chapman avait été réduite en cendres. Cela, nous le comprîmes parfaitement à cause de la lampe que nous avions renversée dans notre fuite. Deuxième nouvelle, on avait essayé d'ouvrir une tombe récente dans le champ du potier. La terre semblait avoir été labourée par des ongles, sans outils. Cela, nous ne le comprîmes pas, car nous avions soigneusement égalisé la terre sur la tombe. Pendant les 17 années qui suivirent cet événement, West jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule. Il déclarait qu'il entendait des pas dans son dos. Il n'avait peut-être pas tort, car aujourd'hui, il a bel et bien disparu. Revenons à West et ses liens avec le docteur Halsey. Vous suiviez bien des cours d'été à l'université d'Arkham l'année où le docteur Halsey est mort. Absolument. Je n'oublierai jamais l'été horrible d'il y a 16 ans, quand la typhoïde se répandit dans Arkham. D'ailleurs, c'est surtout à cause de ce fléau satanique que l'on se souvient de cette année. West et moi suivions en effet les cours d'été à l'université Miskatonic. Privé de laboratoire, West se remit à importuner les professeurs. Il insistait continuellement pour qu'on lui permît d'utiliser la salle de dissection et des spécimens humains frais pour ses travaux. Ses souhaits ne furent pas exaucés car le doyen Halsey ne se laissa pas fléchir, et les autres professeurs partageaient son opinion sur Herbert West. Je revois encore West tel qu'il était et je frissonne. Que les aînés, emprisonnés par les traditions, méprisent ces résultats sur les animaux et persistent à nier toute possibilité de réanimation, cela l'écœurait.
Il n'avait pas suffisamment de maturité pour comprendre les limites mentales du type docteur-professeur, parfois gentil et aimable, mais surtout étroit d'esprit, intolérant, lié par les traditions et manquant de perspective. West, qui était très jeune d'esprit malgré ses étonnantes connaissances scientifiques, avait peu de patience avec le bon docteur Halsey et ses éminents collègues. Il nourrissait un ressentiment grandissant, en même temps qu'un désir de prouver d'une façon éclatante et théâtrale ses théories. C'est alors que le fléau surgit, grimaçant et mortel, sorti des cavernes cauchemardesques du Tartare, le typhus. West et moi venions d'obtenir nos diplômes quand il commença à se manifester. Bien que diplômés, nous n'avions pas encore le droit d'exercer. Cependant, on nous pria instamment de nous mettre au service de la communauté car le nombre de cas augmentait. La terreur rôdait avec ses ailes de chauve-souris sur les piles de cercueils. Les enterrements avaient lieu en toute hâte, sans embaumement. Même le cimetière de Christchurch était bondé de cercueils de morts non embaumés. West y pensait souvent. Quelle ironie du sort. Tant de spécimens frais et pourtant aucun d'utilisable pour ses recherches. Nous étions terriblement surmenés et son gigantesque effort mental et nerveux rendait mon ami morbide. Mais nos adversaires étaient tout aussi accablés par leurs devoirs. L'université était pratiquement fermée et tous les docteurs de la faculté de médecine étaient réquisitionnés pour combattre l'épidémie. Le docteur Halsey en particulier s'était distingué par son esprit de sacrifice. Il mettait toute son énergie au service de cas que beaucoup de ses confrères abandonnaient. Un mois ne s'était pas écoulé que le courageux doyen était devenu un véritable héros, quoiqu'il semblât inconscient de sa renommée tandis qu'il luttait pour ne pas succomber à la fatigue physique et au surmenage nerveux. West ne pouvait retenir son admiration pour le courage de son ennemi, mais il en était d'autant plus décidé à lui prouver la véracité de ses doctrines. Le point culminant de l'épidémie fut atteint en août. West et moi étions pratiquement morts, et le docteur Halsey mourut effectivement le 14. Tous les étudiants assistèrent à ses funérailles le 15 et offrirent une gerbe impressionnante, quoique plus petite que celle des citoyens d'Arkham. Ce fut presque une affaire publique, car le doyen avait agi en véritable bienfaiteur. Après l'enterrement, nous étions tous assez déprimés et passâmes l'après-midi au bar de Commercial House. C'est là que West, bien que frappé par la mort de son principal adversaire, nous glaça en nous reparlant de ses théories bien connues. Écoutez-moi bien, tous. J'en suis tout à fait sûr à présent. L'essentiel, c'est que le corps reste suffisamment frais. Ma solution ne peut être injectée que dans des tissus nerveux encore souples, non rigidifiés. Voilà donc le secret, trouver un corps suffisamment frais. West me persuada de l'aider à vivre une nuit mémorable selon ses propres termes. C'est ici. C'est mon locataire du premier. Police! Ouvrez ou j'enfonce la porte! Et qu'est-ce qui s'est passé ici? La nuit fut en effet particulièrement riche. J'ai sous les yeux le rapport de police de cette nuit-là. Votre logeuse a déclaré vous avoir vu arriver vers 2 heures du matin avec un autre homme. Elle a dit à son mari que vous aviez manifestement bien bu et bien mangé. Exact. En apparence, cette mégère avait raison, mais seulement en apparence.
car vers 3 heures du matin, toute la maison fut réveillée par des cris venant de la chambre de West. Lorsqu'on enfonça la porte, on nous découvrit tous les deux inconscients sur le tapis taché de sang. Battus, griffés, meurtris. Nous étions entourés de débris d'éprouvettes. Seule une fenêtre ouverte révélait ce qui était advenu de notre agresseur. Beaucoup se demandaient dans quel état on allait le retrouver après le fantastique saut de 2 étages qu'il avait dû faire. Et bien pourtant son corps avait disparu. La même nuit eut lieu la seconde horreur d'Arkham. Horreur qui éclipse à mes yeux celle de l'épidémie. Le cimetière de Christchurch fut la scène d'un meurtre horrible. Un veilleur de nuit fut griffé à mort et ses blessures firent naître des inquiétudes quant à leur origine. Ceux qui découvrirent le corps notèrent une trace de sang qui conduisait jusqu'à la fosse commune. Une trace plus légère les mena jusque dans les bois mais se perdit bientôt. La nuit d'après, une folie surnaturelle hurla dans les rues d'Arkham. Une malédiction s'empara de la ville déjà enfiévrée. On murmura qu'il s'agissait de l'incarnation du fléau. Une chose innommable pénétra et sema la mort. En tout, 17 corps furent retrouvés, mutilés après le passage de ce monstre sadique et silencieux. Quelques personnes l'avaient entrevu dans l'obscurité. Elles racontèrent qu'il était blanc, qu'il ressemblait à un singe ou à un anthropomorphe difforme. Il n'avait pas laissé derrière lui tout ce qu'il avait attaqué car il avait eu faim. 3 de ses victimes ne furent jamais retrouvées. Troisième nuit, les équipes de chercheurs conduites par la police le capturèrent dans une maison de Crane Street, près de l'université. Grâce aux précautions et à l'alerte générale, il n'y eut que 2 victimes de plus. Et la capture s'effectua finalement sans incident grave. La chose fut touchée par une balle et fut transportée à l'hôpital local dans l'excitation et le dégoût général. Car il s'agissait bien d'un homme. C'était incontestable. Malgré les yeux nauséeux, les traits simiesques, l'absence de voix et la sauvagerie démoniaque. On pense à sa blessure et l'individu fut envoyé à l'asile psychiatrique de Sefton, où il se cogna la tête contre les murs dans une cellule capitonnée durant 16 ans. Mais pour les enquêteurs, le moment le plus horrible fut encore à venir. Après avoir nettoyé la face du monstre, ils constatèrent son incroyable ressemblance avec le martyr érudit que la ville venait de perdre, feu le docteur Alan Halsey, l'ancien doyen de notre faculté, enterré depuis 3 jours. L'horreur et le dégoût atteignirent alors en Herbert West et moi-même un suprême degré. Ce soir, je vous le dis, je frissonne à y songer. Plus encore que le matin où West, à travers ses bandages, murmura cette phrase terrifiante. Bon sang, il n'était pas tout à fait assez frais.
Lorsque nous eûmes tous deux obtenu nos diplômes, nous nous installâmes alors comme praticiens de médecine générale. Ce ne fut pas facile de trouver des débouchés pour de nouveaux médecins associés, mais finalement, les autorités universitaires nous firent obtenir un cabinet à Bolton, ville industrielle proche d'Arkham. Inutile de vous dire que nous choisîmes notre maison très soigneusement. Nous nous fixâmes sur un cottage délabré, près de l'extrémité de Pound Street, à 5 numéros du voisin le plus proche. Nous prenions soin de dire que nous avions choisi notre demeure pour sa situation isolée. En fait, elle se trouvait à proximité du cimetière local. La distance était supérieure à ce que nous aurions souhaité, mais nous pouvions traîner nos spécimens en silence sans être dérangés. Extérieurement, nous n'étions que médecins, mais sous cette apparence se cachaient des desseins infiniment plus ambitieux. Ce qui absorbait nos esprits en réalité, c'était le laboratoire secret que nous avions installé dans la cave. Un laboratoire avec une longue table sous une lampe électrique. C'est là où, aux petites heures du matin, nous injections les différentes solutions de West dans les veines des corps que nous ramenions du champ du potier. Le problème le plus gênant restait toujours de trouver des corps suffisamment frais. Nous eûmes plus de chance avec les spécimens de Bolton. Nous étions installés depuis à peine une semaine que nous pûmes nous procurer un accidenté la nuit même de son enterrement. Nous lui fîmes ouvrir les yeux, dans lesquels nous pûmes discerner une expression étonnamment rationnelle. Mais l'effet s'arrêta là. L'homme avait perdu un bras. Si le corps avait été intact, nous aurions probablement mieux réussi. Entre cette expérience et le mois de janvier, nous fîmes 3 autres tentatives, dont l'une fut un échec total, une seconde révéla des mouvements musculaires assez marqués, et dont la dernière fut plutôt effrayante, car le cadavre se leva et émit un son. Ça va? Vous allez bien? Voulez-vous interrompre l'entretien un instant? Non, ça va aller. Ce sont ces hurlements qui déclenchent en moi la terreur dans laquelle West et moi-même avons vécu ces dernières années. À cette époque, ce n'étaient pas encore des hommes morts dont j'avais peur. C'étaient des vivants, des bientôt morts comme je les voyais. Tous ces cadavres frais où la vie allait bientôt s'éteindre. West était plus avide que moi, si bien qu'il me semblait presque qu'il regardait avec envie tous les êtres vivants doués d'une bonne santé. C'est en juillet 1910 que notre malchance commença à tourner. J'avais effectué un séjour chez mes parents en Illinois, et à mon retour, je trouvais West dans un état de profonde excitation. Venez mon ami, vous allez voir. Je crois que j'ai très probablement résolu le problème de la fraîcheur, grâce à une nouvelle méthode que j'ai développée, celle de la conservation artificielle. Je savais que vous aviez l'intention de travailler sur un nouveau procédé d'embaumement, mais je me suis toujours demandé en quoi cela peut nous être utile. Comment cela? Ah oui, l'état douteux de nos spécimens est essentiellement dû au délai qui s'écoule entre leur mort et le moment où nous nous les procurons, pas à leur mode de conservation. Je suis parfaitement conscient de cela. J'ai d'ailleurs composé ma formule d'embaumement pour l'utiliser dans le futur plutôt que dans l'immédiat. Et je m'en suis remis au destin pour que celui-ci nous pourvoie de nouveau avec un cadavre très frais. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette expérience doit marquer une étape très importante dans nos recherches. J'ai gardé ce corps pour votre retour, afin que nous puissions assister au spectacle ensemble. Un spécimen magnifique! Comment l'avez-vous obtenu? C'est un étranger venu en train pour traiter des affaires avec l'usine de Bolton. Sa marche à travers la ville a été longue et quand il s'est arrêté devant chez nous pour demander le chemin des usines, son cœur avait déjà été soumis à rude épreuve. Il a refusé en remontant et il est tombé raide mort un moment après. Il a l'air si parfaitement conservé.
C'est parce que je n'ai pas attendu pour lui injecter dans le poignet le liquide qui le maintiendrait frais jusqu'à votre arrivée. La présence d'un cœur sujet à faiblesse ne risque-t-il pas de compromettre le succès de notre expérience? Cela ne me gêne pas, non? J'espère enfin obtenir avec lui une étincelle de raison, peut-être même une créature vivante normale. Comme vous le voyez, la formule d'embaumement a parfaitement fait son effet. C'est incroyable que depuis 2 semaines, il n'ait pas encore atteint la rigidité. Vous êtes sûr qu'il est vraiment mort? Bien sûr qu'il est mort. Je vous rappelle que la solution de réanimation reste sans effet si la mort n'est pas absolue. Alors là, je reste vraiment impressionné par la complexité de cette nouvelle expérience. Ne touchez pas le corps. Je dois d'abord lui injecter une solution dans le poignet. Voilà. Cela devrait neutraliser la formule et permettre au corps de revenir à une relaxation normale. C'est la seule façon pour que la solution de réanimation puisse agir avec efficacité. Ça a l'air d'agir vite, regardez. Il me semble qu'un mouvement vient de se produire dans les membres inférieurs. Laissez-moi faire. West, qu'est-ce que vous faites avec cet oreiller? Je m'assure de l'absence totale de vie. Satisfaisant. Maintenant, il est prêt à recevoir sa dose de sérum. Vous croyez que ce sera lui, le premier? Oui, Notre premier spécimen réellement frais. Le premier dont nous pouvons attendre qu'il parle d'une manière rationnelle. Pour nous raconter peut-être ce qu'il a vu de l'autre côté du gouffre insondable. j'ai l'impression que cette tentative ne sera pas un échec total. Incroyable. De la couleur revient sur ses joues. Je peux sentir son pouls. Vite, placez un miroir devant sa bouche pour vérifier s'il respire. De la buée. J'ai de la buée, West. Il respire. Ah, c'est phénoménal. Sa poitrine se soulève. West, il a ouvert les yeux. Racontez. Qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que la mort? Où avez-vous été? Seulement maintenant. West, vous avez entendu? Quoi? Il a parlé. Il a dit seulement maintenant. Seulement maintenant. Si toutefois cette phrase a un sens... Mais elle en a un, West, elle en a un. Elle signifie que nous avons enfin atteint notre grand objectif. Pour la première fois, un cadavre réanimé a prononcé distinctement des mots dictés par sa raison. Il commence à s'agiter, maintenez-lui les jambes. C'est horrible. Ses pupilles sont entièrement dilatées. On dirait que ses yeux vont sortir de leurs orbites. C'est le docteur, non, laissez-moi tranquille. Lâchez-moi le bras. Approche-moi avec ton aiguille. Cette fois, il ne reviendra pas. Et c'est à partir de ce moment-là que les activités du Dr West ont, comment dire, dérivé. Peu à peu, j'en vins à penser que West lui-même était plus horrible que tout ce qu'il faisait. Son intérêt scientifique avait dégénéré en curiosité macabre, en un goût pervers pour tout ce qui était anormalement repoussant et malsain. Il se réjouissait calmement au-dessus de monstruosités artificielles qui auraient fait mourir de peur et de dégoût la plupart des hommes sains d'esprit. Il prenait des risques sans broncher, commettait des meurtres imperturbablement. Il chercha bientôt à conquérir de nouveaux domaines et se lança dans des expériences de réanimation des parties du corps. Il avait des idées incroyables sur les propriétés d'indépendance des cellules organiques et des tissus nerveux séparés de leur système physiologique naturel. Il avait obtenu certains résultats préliminaires sous forme de tissus artificiellement nourris obtenus à partir d'œufs de varan couvés presque à terme. Oublions les œufs de Varan pour le moment. Je crois que vous vous êtes aussi engagé dans la Grande Guerre. Je me trompe? Non, non, c'est vrai. Vous êtes diablement renseigné. En 1915, j'étais médecin et j'avais le grade de lieutenant d'un régiment canadien des Flandres, l'un des nombreux régiments américains à précéder l'entrée du gouvernement dans la guerre.
Sachez seulement que je ne me suis jamais engagé dans l'armée de ma propre initiative, mais à la suite de l'engagement de West. Il s'était montré très désireux de servir comme chirurgien dans une guerre, et quand l'occasion s'est présentée, il m'a entraîné avec lui presque contre mon gré. Lorsqu'il partit pour Ottawa et obtint grâce à l'influence d'un confrère sa nomination de major, je ne pus résister à la persuasion sans réplique d'un homme décidé à ce que je l'accompagne. Quand je dis que le docteur West était très désireux de servir à la guerre, je ne sous-entends pas qu'il était particulièrement belliqueux ou inquiet sur la sauvegarde de la civilisation. Ce qu'il cherchait en fait, c'était ni plus ni moins une abondante source d'hommes fraîchement tués et à tous les stades de l'amputation. West avait obtenu un laboratoire privé dans une pièce de l'édifice provisoire qui ressemblait à une grange. Il avait argué qu'il recherchait de nouvelles méthodes pour le traitement des cas jusque-là sans espoir de mutilation. Dans son antre, il travaillait comme un boucher au milieu de ces matériaux ensanglantés. En certaines occasions, il accomplit réellement des prodiges de chirurgie pour les soldats, mais son plaisir principal était une espèce beaucoup moins philanthropique. On entendait souvent des bruits dans ce laboratoire. Fréquemment des coups de revolver, ce qui n'était sûrement pas anormal sur un champ de bataille, mais qui était inhabituel dans un hôpital. Les spécimens réanimés du docteur West n'étaient pas destinés à une longue existence, ni à un large public. En plus du tissu humain, West utilisait une grande quantité de reptiles embryonnaires. C'était mieux que du tissu humain pour maintenir la vie dans des fragments sans organes, et c'était à présent devenu l'activité principale de mon ami. Dans un coin sombre du laboratoire, dans un curieux incubateur, il conservait à l'abri une quantité de cette matière cellulaire de reptiles. L'événement fantastique se produisit à minuit, au mois de mars 1915. C'est vraiment un spécimen splendide. Un homme à la fois physiquement vigoureux et d'une intelligence si grande qu'il a certainement un système nerveux fort sensible. West, avouez que le sort est plutôt ironique. C'est-à-dire ? N'est-ce pas l'officier qui vous a aidé à obtenir votre nomination de major ? Et si ma mémoire est bonne, n'a-t-il pas autrefois étudié secrètement la théorie de la réanimation avec vous ? Parfaitement exact. Je vous présente le major Sir Eric Morland Chapham Lee, le plus grand chirurgien de notre division. Il a été assigné au secteur Saint-Éloi quand les nouvelles du combat sont parvenues au quartier général. Il est arrivé dans un avion piloté par notre intrépide Ronald Hill. Malheureusement, il a été abattu juste au-dessus de sa destination. Vu l'état du corps, la chute a dû être terrible. Spectaculaire. Hill en est méconnaissable, et comme vous pouvez le voir, la catastrophe nous a rendu le grand chirurgien qui était Sir Eric pratiquement décapité, mais avec le reste du corps intact. Allez-y, aidez-moi. Je dois d'abord séparer la tête du corps. Oh, c'est proprement répugnant. Apportez le récipient de tissu reptilien. Je veux conserver la tête en vue d'expériences futures. Occupons-nous à présent du reste du corps. Je veux d'abord lui injecter du sang frais.
Je sais ce que vous voulez faire, West. Alors aidez-moi. Je dois aussi ligaturer certaines veines et des nerfs à l'endroit du cou. Vous voulez voir si ce corps hautement organisé peut montrer sans sa tête quelques signes de l'activité mentale qui avait distingué Sir Eric, n'est-ce pas? Approchez la lumière, on ne voit rien. Je dois faire vite et recouvrir le cou avec une greffe de peau. De peau? Mais la peau de qui? Je l'ai prélevé hier sur un spécimen non identifié qui portait un uniforme d'officier. Je revois encore West, sous la sinistre lumière électrique, en train d'injecter sa solution dans le bras du corps décapité. Je ne pourrais décrire la scène. Je défaillirais si j'essayais. Car c'est de la folie qui règne dans une pièce remplie de fragments de chair, de peau, de sang, de débris humains répartis à la hauteur de la cheville sur le sol glissant, avec des produits anormaux de reptiles bourgeonnants, faisant des bulles, mijotant sur le spectre bleuâtre et tremblotant d'une faible flamme dans un coin éloigné rempli d'ombre. Ce spécimen est vraiment doté d'un splendide système nerveux. J'en attends beaucoup, regardez, c'est incroyable. Il commence déjà à s'agiter. La solution de réanimation paraît de plus en plus efficace. Vous voyez, j'avais raison. La conscience, la raison, la personnalité peuvent exister indépendamment du cerveau. L'homme ne possède pas d'esprit central qui les relie entre elles. Le mystère de la vie n'est plus qu'un mythe. L'être humain n'est en définitive qu'une mécanique de matière nerveuse. Le corps s'agite de plus en plus. Attrapez-lui les bras. Ah, il m'échappe. Ses nerfs se remémorent les derniers actes de son existence. Sa lutte pour se libérer de l'avion en flammes. Je ne peux plus le retenir. Il s'enlève. C'est magnifique. Toutes mes théories sont vraies. Ce qui s'est passé, je ne le saurai jamais avec certitude. Il se peut que cela ait été une hallucination due au choc causé au même instant par la destruction soudaine et totale du bâtiment sous un obus allemand. Qui peut l'affirmer, puisque West et moi avons été les seuls survivants connus. West préférait cette version juste avant sa récente disparition, mais il y avait des moments où il ne pouvait le croire, car il était étrange que nous eussions eu tous les deux la même hallucination. Le corps sur la table s'était relevé, en tâtonnant aveuglément d'une manière épouvantable. Alors nous entendîmes ce son. Je n'appellerais pas ce son une voix, car c'était trop horrible. Et pourtant son timbre n'était pas ce qu'il y avait de plus atroce. L'horreur venait surtout de sa provenance, car aussi incroyable que cela paraisse, nous étions tous les deux sûrs et certains que des sons articulés étaient venus de la tête coupée qui gisait dans un coin sombre du laboratoire. Lorsque le docteur West a disparu, il y a moins d'1 an, la police m'a pressé de questions. Il me soupçonnait de cacher quelque chose, et peut-être même des choses plus graves encore. Mais je ne pouvais pas leur dire la vérité, car ils ne m'auraient pas cru. Ils savaient bien sûr que West s'était livré à des activités qui dépassent l'imagination ordinaire, car ces terrifiantes expériences sur la réanimation s'étaient faites sur une trop grande échelle pour que le secret total soit préservé. Mais la catastrophe finale, propre à ébranler l'esprit, contenait des éléments de fantaisie démoniaque qui me font fortement douter de la réalité de ce que j'ai vu. West avait peur d'une part de la police, mais quelquefois sa nervosité était plus profonde et plus vague. Elle se rapportait à certaines choses indescriptibles dans lesquelles il avait injecté une vie morbide qu'il n'avait pas fait disparaître ensuite. Il mettait habituellement fin à ses expériences avec un revolver, mais à plusieurs reprises, il n'avait pas été assez rapide. Il y avait eu ce premier spécimen, sur la tombe duquel on découvrit ensuite des traces de griffes. Il y eut aussi le corps de ce professeur qui avait perpétré des actes de cannibalisme avant d'être capturé et d'être jeté sans identité dans une cellule d'asile. Il est beaucoup moins facile de parler des autres survivants possibles des expériences, car, dans les années qui suivirent, le zèle scientifique de West avait dégénéré en manie malsaine.
Et puis, il avait utilisé son adresse en réanimant non pas des corps entiers, mais des fragments de corps, ou des fragments assemblés à une matière organique autre qu'humaine. Il y avait aussi cette expérience dans les Flandres, quand West avait réanimé un médecin de ses amis. Il avait remporté un succès juste au moment où un obus allemand avait démoli l'hôpital. L'obus nous avait épargnés, mais West ne s'était jamais senti complètement certain que nous étions les deux seuls survivants. Il faisait des suppositions effrayantes sur les actions possibles d'un médecin sans tête qui aurait eu le pouvoir de ranimer les morts. La dernière demeure de West se trouvait dans une vénérable maison très élégante qui dominait l'un des plus vieux cimetières de Boston. Il avait choisi cet endroit pour des raisons purement symboliques et esthétiques. En effet, la plupart des tombes dataient de l'époque coloniale et présentaient par conséquent peu d'intérêt pour un savant qui recherchait des corps très frais. Le laboratoire se situait dans une cave secrètement construite qui contenait un vaste incinérateur pour se débarrasser discrètement des corps ou des fragments de corps. En creusant la cave, les ouvriers avaient découvert une partie de bâtiment extrêmement ancienne, sans aucun doute reliée au vieux cimetière, mais trop profonde pour correspondre avec aucune des sépultures connues. Après avoir fait des calculs, West conclut que ce devait être une chambre secrète située sous la tombe des Averhills, où le dernier enterrement avait eu lieu en 1768. J'étais avec lui lorsqu'il étudia les murs suintants et miteux mis à nu par les pelles des ouvriers. Et je me préparais à ressentir l'émotion macabre qui accompagnerait la découverte des secrets de ces tombes séculaires. Mais pour la première fois, l'hésitation de West vainquit sa curiosité naturelle. Il ne fut pas fidèle à sa nature perverse car il ordonna qu'on laisse cette maçonnerie intacte et qu'on la recouvre de plâtre. C'est ainsi que, jusqu'à la nuit finale, elle demeura l'une des parties des murs du laboratoire secret. La fin de West débuta un soir, alors que nous étions ensemble dans son bureau. Il lisait son journal en face de moi. J'ai l'impression qu'une patte géante émerge soudain de 16 ans en arrière. Quoi? Écoutez. Quelque chose d'effroyable, d'incroyable s'est produit à l'asile à 50 kilomètres de là. Ah, Sefton? Dans les petites heures du matin, un groupe d'hommes a silencieusement pénétré dans l'hôpital et leur chef a réveillé les surveillants. C'était un militaire menaçant qui parlait sans remuer les lèvres et dont la voix presque ventriloque semblait reliée à une grande valise noire qu'il portait avec lui. Oh non. Son visage dénué d'expression était d'une beauté éclatante, mais il a choqué le directeur quand la lumière du hall l'a éclairé. C'était un visage de cire. Un visage de cire? Avec des yeux de verre peint. Quelque accident terrible avait dû lui arriver. D'après le journal, un homme plus grand guidait ses pas, une carcasse repoussante dont la face bleuâtre semblait à moitié dévorée par une maladie inconnue. L'interlocuteur a demandé la garde du monstre cannibale qui était enfermé là. Quand cela lui fut refusé, il donna le signal de l'attaque. Oh mon Dieu. Les démons battirent, piétinèrent, mordirent tous les surveillants qui ne s'étaient pas enfuis. Ils en tuèrent 4 et réussirent finalement à libérer le monstre. C'est atroce. Les victimes qui peuvent parler de l'événement sans devenir hystériques jurent que les créatures commandées par leur chef au visage de cire s'étaient conduites moins comme des hommes que comme des automates sans cerveau. Quand les secours arrivèrent, toute trace des hommes et de leur capture insensée avait disparu. Oh mon Dieu, le docteur Halsey est libre. Ah! Tous les domestiques sont endormis, je vous en prie, allez ouvrir. Comme je l'ai dit à la police, il n'y avait pas de voiture dans la rue, mais seulement un groupe d'individus bizarres qui portaient une grande boîte carrée. Ils la déposèrent dans l'entrée. Livraison express. Hors payé. Ils
sortirent de la maison avec une démarche saccadée. Tandis que je les regardais partir, j'eus l'étrange impression qu'ils se dirigeaient vers le vieux cimetière qui s'étendait derrière la maison. Alors, qu'est-ce que c'était? Un colis qui vous est adressé. Oh mon Dieu! Il y a aussi l'inscription de l'expéditeur. Eric Morland Chavanley, Saint-Éloi, Flandre. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Mais brûlons d'abord cette chose. Nous descendîmes la boîte dans le laboratoire. Je ne me souviens pas des détails. On peut imaginer dans quel état je me trouvais, mais c'est un grossier mensonge que c'est le corps de West que je mis dans l'incinérateur. Tous les deux, nous y déposâmes la boîte non ouverte. Nous fermâmes la porte et nous mîmes l'appareil en marche. Aucun son ne sortit de la boîte. Ce fut West qui remarqua le premier le plâtre qui se détachait de cette partie du mur où l'on avait recouvert la maçonnerie de l'ancienne tombe. J'allais me mettre à courir, mais il m'arrêta. Regardez. C'est alors que je vis une petite ouverture noire et que je sentis un vent malsain et glacial, portant l'odeur venue des entrailles en putréfaction de la terre. Il n'y avait aucun bruit. Mais juste à ce moment, l'électricité s'éteignit et je vis, se découpant sur la phosphorescence du monde inférieur, une horde de choses silencieuses et laborieuses que seule la folie pouvait créer. Leurs contours étaient humains, à moitié humains, en partie humains ou tout à fait inhumains. La horde était grotesque, hétérogène. Ils retiraient les pierres du mur séculaire calmement, une par une. Quand la brèche devint suffisamment large, ils pénétrèrent dans le laboratoire en file indienne, conduits par une chose dont la tête magnifique était en cire. Derrière le chef, une sorte de monstruosité aux yeux fous saisit Herbert West. Celui-ci ne résista pas. Il ne dit pas un mot. Puis, ils se jetèrent tous sur lui et le mirent en pièces sous mes yeux, emportant ses débris dans cette voûte souterraine et abominable. La tête de West fut emportée par le chef à la tête de cire qui portait l'uniforme d'un officier canadien. Et tandis que les restes de West disparaissaient, je vis les yeux bleus derrière les lunettes briller pour la première fois d'une émotion visible. Les domestiques me trouvèrent sans connaissance le matin suivant. West avait disparu. L'incinérateur ne contenait que des cendres non identifiables. Les détectives m'ont interrogé, mais que puis-je dire? Ils n'établiront jamais aucun lien entre toutes ces tragédies, ni avec les hommes qui portaient la boîte, ni avec West, dont ils vont même jusqu'à nier l'existence. Avouez que c'est quand même une situation troublante. On n'a trouvé aucune trace de votre ami West dans les registres de l'université. Je sais! Ils sont tous convaincus que le docteur Herbert West n'est qu'une pure invention de ma part. C'est ce que vous pensez aussi, hein, n'est-ce pas, docteur? Je leur ai parlé du souterrain, et ils m'ont montré le plâtre intact du mur en riant. Alors je me suis tu. On m'a enfermé ici, dans l'asile de Sefton, le même asile d'où s'est échappé le monstre cannibale. Quelle ironie! Il suppose que je suis soit un fou, soit un meurtrier. Je suis probablement fou. Mais je ne serais certainement pas devenu fou si ces maudits cadavres n'avaient pas été aussi silencieux. She's the love.